Vous allez écouter un épisode du Craft Project. Le Craft Project est un podcast bien sûr, mais c'est aussi une association de loi 1901 qui œuvre pour promouvoir, rassembler et soutenir les métiers d'art. Que vous soyez artisane, artisan, étudiante, étudiant, professionnel des métiers d'art ou passionné, rejoignez notre communauté d'amoureux de la matière et de la beauté en adhérant à notre association sur le site thecraftproject.fr. Bienvenue dans le Craft Project, une émission de podcast produite par Métiers Rares qui propose des conversations intimes avec des artisans d'art. Un artisan d'art est un homme ou une femme qui choisit de faire apparaître de nouveaux objets sur la planète et consacre à cette tâche son corps, son âme et son esprit avec technique et poésie. Du dernier des Mohicans au néo-artisan, le Craft Project cherche à comprendre comment se construit et se vit une vie d'artisan, pour parler à nos cœurs de faiseurs, de chercheurs de sens et de rêveurs. Je suis Raphaël Lebeau et aujourd'hui, j'interroge Florie Brisset. Florie Brisset est une brodeuse 3.0 qui transforme les paillettes, les tubes, les cristaux et les plumes en volume et en mouvement. À la tête de l'atelier Invegno Florie, elle propose une vision moderne et décomplexée de son vieux métier. Elles sont loin les petites mains qui œuvraient dans l'ombre des ateliers. Bienvenue à la nouvelle génération des brodeuses engagées. Bonjour Florie Brisset. Bonjour Raphaël. Comment la matière est entrée dans votre vie ? Je dirais qu'elle en a toujours fait partie et c'est surtout pour moi la manière d'avoir prise sur la matière qui fait tout l'intérêt. C'est de la modeler, de la travailler pour lui donner forme et lui donner corps. Vous dites la modeler, la travailler, vous êtes brodeuse ? C'est ça. Comment le modelage est dans votre métier ? C'est pas un mot que j'aurais imaginé pour parler de la broderie. Parce que sûrement que ma pratique va au-delà de la broderie, c'est-à-dire qu'elle questionne le concept de broderie, d'avoir prise sur la matière, de la nécessité d'un support à un moment donné du processus, mais ce qui m'intéresse c'est d'aller au-delà, c'est-à-dire de convoquer d'autres pratiques, justement la sculpture, le travail du volume, d'apporter un autre regard à la broderie et d'autres techniques. Et la broderie elle-même, vous l'avez choisie puisque c'est votre discipline de départ. Pourquoi vous l'avez choisie, elle, et à quel moment dans votre parcours ? Alors je sais pas si je l'ai choisie ou si elle s'est amenée à moi, mais depuis que je suis toute petite, en fait, je brode. En tout cas, je manipule l'aiguille, on va dire. Et c'est arrivé à 4-5 ans avec le canevas, et puis après ça s'est déplacé vers la broderie. Et en fait, de manière très basique, c'était pour moi un passe-temps. Au lycée, je devais broder 5-6 heures par jour, mais c'était vraiment de l'ordre du passe-temps et de l'occupation du temps. C'est-à-dire que tant que je brodais, j'étais occupée à quelque chose, mon esprit était pas en vacances justement. Et en fait, je me suis rendu compte en faisant classiquement les portes ouvertes des écoles parisiennes qu'il y avait encore une formation plastique liée au développement de la broderie avec une motivation artistique au métier d'art broderie. Et c'est ça qui m'a permis en fait de me rendre compte qu'il y avait un marché d'une certaine manière pour encore ce type de métier et je m'y suis engouffrée tout simplement. Et vous avez quoi comme formation ? Alors j'ai un diplôme des métiers d'art de broderie de l'école du Perret. D'accord. Et j'ai continué avec un DSA, diplôme supérieur d'art appliqué, toujours à l'école du Perret, en direction artistique de mode. Et est-ce qu'il y a des maîtres, des maîtresses, des guides dont vous avez envie de parler aujourd'hui en revenant sur votre parcours ? Oui, la première et je pense la plus importante rencontre pour moi, c'était celle d'Aurélie Lanoiselet, qui m'a permis de me montrer déjà une personnalité forte, une femme forte, artiste aussi, mais autour du textile. Et en fait, j'ai fait un stage chez elle juste avant d'intégrer le DMA broderie. Et je me rappellerai toujours qu'elle m'a toujours dit pour qui veut se donner suffisamment les moyens, il y a une place. Et si tu travailles assez fort, tu travailles assez dur et que tu le veux, tu y arriveras. Et en fait, ça vous paraissait paradoxal et pas gagné d'avance parce que pour vous, c'était un métier ancien qui était en train d'être perdu, c'est ça ? Oui, pour moi, clairement, la broderie, c'était un passe-temps et ça n'avait plus vocation en France en termes de métier. Et en fait, je me suis rendu compte que, notamment par le DMA broderie ou par justement des figures assez fortes dans le domaine
domaine des arts textiles et notamment le mouvement des artistes féministes textiles, une porte s'était ouverte à la diffusion de cette pratique et c'était encore un métier et surtout un métier pour moi qui devait être un métier émancipateur. En fait, c'est parce qu'on utilise ce mot, ce terme, ce métier de brodeuse, qui est un métier associé au terme que je déteste, de petites mains, de la haute couture. Et pourtant, c'est ce même mot que vous utilisez, vous, pour une pratique qui est beaucoup plus artistique, plastique. Oui, mais pourquoi vous gardez ce mot ? J'ai toujours un problème avec ce mot, mais en même temps, j'en ai pas trouvé de meilleur, au sens où le mot brodeuse renvoie à un métier ouvrier, un métier uniquement déjà féminin, où on donne le terme de brodeuse pour jolie petite chose qui travaille de ses mains, mais qui n'a que ses mains et pas forcément une tête. Et c'est ça que je trouve pénalisant et que je trouve déjà globalement pénalisant dans la plupart des métiers d'art, c'est-à-dire les terminologies renvoient au côté gentillet du travail de la main, sauf que le travail de la main renvoie à un moment donné au travail de l'esprit et qu'une main seule reproduit mais ne crée pas. Et donc il faut forcément cette ambivalence. Et le terme brodeuse, pour moi, je l'ai toujours trouvé assez péjoratif, en tout cas dans un contexte, utilisé dans un contexte péjoratif, parce que le terme en lui-même ne l'est pas forcément, mais pour le moment j'en ai pas vraiment de meilleur. Cela dit, on peut aussi dire que ce terme, il apporte également une histoire, un patrimoine de métier et puis des techniques que vous devez utiliser aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Et puis surtout, le terme, il renvoie à un secteur, vous le disiez, le secteur de la haute couture, le secteur de la mode. Et je pense qu'on a vocation et il faut qu'on arrive à le développer et à lui faire prendre corps dans toute sa pratique, enfin tout ce vers quoi il renvoie, c'est-à-dire également la décoration d'intérieur, aux pratiques artistiques. Et pour le moment, le terme brodeur renvoie toujours à un moment donné aux petites mains du luxe ou aux petites mains de la mode, à être dans une posture de l'ombre. Et il a besoin de lumière, justement. Mais vous êtes jamais passé par là, si ? Vous avez été petite main pour les maisons de couture à un moment ? J'ai jamais été petite main au sens où on l'entend, c'est-à-dire interne, en freelance ou ce type de statut dans les maisons. Justement, j'ai développé mon activité avant même la fin de mes études et donc ça m'a permis d'avoir cette indépendance. Donc j'ai pas fait cette expérience. D'accord, donc c'est un monde parallèle mais qui existe et vous connaissez puisque je pense que des amies brodeuses d'école travaillent dans ce genre de secteur-là. Ça reste un secteur qui existe, qui permet aux artisanes et aux artisans de travailler aujourd'hui ou c'est vraiment un secteur d'image qui n'existe plus vraiment en France ? C'est un secteur qui continue un petit peu à exister, mais qui malheureusement subit fortement la délocalisation. Et il y a une forme d'ubérisation du poste de la brodeuse, puisque... Ça veut dire quoi, ubérisation du poste de la brodeuse ? Eh bien, c'est-à-dire qu'il s'est passé un moment où il y a eu de moins en moins de recrutement au sein des ateliers, notamment des ateliers de broderie ou des ateliers des métiers d'art textile, ce qui fait que beaucoup de jeunes étudiants entrant sur le secteur se sont mis à leur compte, entre guillemets, et ont développé une activité sur un statut d'auto-entrepreneur, par exemple, qui sont convoqués à la mission dans les ateliers. Donc ça s'est précarisé énormément. Ça s'est énormément précarisé et malheureusement, c'est aussi un effet de concurrence, c'est-à-dire que ça a tiré vers le bas globalement les prix de la broderie, du travail textile et ça a accéléré, alors je ne sais pas si l'un entraînait l'autre, mais en tout cas, il y a eu une très forte accélération de la délocalisation en Asie et là, en ce moment, on le subit de manière très très frontale. Pourquoi plus en ce moment ? Je pense que ce sont des décisions des gros groupes de luxe globalement et depuis quelques années on le sent de manière très très forte et actuellement il ne reste plus beaucoup de projets qui sont travaillés en France et pour lesquels la broderie est conçue et réalisée en France. Ouais, d'accord. Mais vous avez toujours été un peu protégée de ça puisque justement vous avez développé une technique à forte valeur ajoutée créative. Oui, et puis c'était une volonté aussi, c'est-à-dire que je ne concevais pas de recevoir des étudiants en stage, de les former, et puis pour leur dire que en fait ils n'auraient plus de travail en France et qu'ils se formaient à quelque chose qui n'existerait plus. Donc après je pense que c'est une nécessité de défendre et nos savoir-faire et nos emplois d'une certaine manière, puisque accepter ou faire le jeu de la délocalisation, c'est scier la branche sur laquelle on est assise et c'est briser toute la légitimité qu'on a réussi à construire aussi d'une certaine manière. Et faire le jeu de la délocalisation du point de vue d'un brodeur ou d'un atelier de broderie, ça veut dire quoi ? Ça veut dire accepter de faire les échantillons qui vont ensuite être faits en prod. Ça veut dire il faudrait se rebeller tous ensemble pour dire non, soit on fait tout, soit on fait rien ?
C'est une solution, à mon avis. C'est une posture compliquée, en tout cas, qui est très compliquée à apporter, puisque les clients ne nous tiennent pas forcément informés de la vie de nos échantillons. Et parfois, c'est la découverte sur un podium de se dire, ah bah tiens, ça ressemble étrangement à ce que l'on a conçu, voilà, et on n'a jamais forcément de nouvelles, et même quand on les demande, on les a pas forcément. Et ils sont payés, les échantillons, dans ces cas-là? Ouais, j'espère, en tout cas chez nous, oui. Ouais. Ne pas faire le jeu de la délocalisation, c'est aussi ne pas accepter d'aller monter des ateliers à l'étranger, de vendre des fiches techniques, d'aller briefer des équipes, d'aller former à nos techniques. Oui, c'est ça. C'est exactement ça, puisque les ateliers étrangers ont des savoir-faire réels et des savoir-faire de haute qualité. Le seul intérêt de délocaliser, c'est de faire du dumping social. C'est pas de profiter ou de mettre en valeur des savoir-faire d'autres personnes, c'est juste de profiter des conditions dans lesquelles ces personnes travaillent. Ouais. Alors vous, ce chemin atypique dans le milieu de la broderie, comment il s'est construit? Parce que vous avez dû déjà être atypique par rapport à vos professeurs, enfin vous avez dû être décelé comme ça. Comment vous avez construit cette route, votre route? Vous dites que vous avez commencé votre activité alors que vous étiez déjà étudiante, ça veut dire que vous vendiez vos projets? Oui. En fait, j'ai toujours été une bonne élève, mais j'ai toujours détesté l'école. Et j'ai toujours détesté le carcan, en fait, qui m'était imposé. Et je le déteste toujours, parce que tous les jours, j'en trouve des carcans. Et donc, j'ai voulu m'en défaire assez vite. Et forcément, quand on est étudiant, la première solution, c'est de travailler. Enfin, ça paraît un monde tellement plus vaste qui fourmille de liberté. Et donc, c'était aussi pour moi, de ce fait-là, de casser le schéma établi du projet scolaire. Donc, j'ai toujours adapté, ou fait en sorte d'adapter mes projets au monde du travail et qui me permettait, en fait, après coup, après l'école, de les montrer et ce qui n'est pas l'allure d'un projet étudiant. Donc j'avais déjà cette petite idée-là et pouvoir m'en servir en fait, tout simplement. Et en DSA, je me rappelle de Pierre Hardy qui disait toujours, si vous avez des opportunités, saisissez-les, il faut démarrer votre carrière avant d'avoir les deux pieds dans le monde du travail. Quel bon conseil. Oui, voilà, clairement. Et donc je me suis dit, écoute, vas-y. Et puis, clairement, en DSA, le rythme de travail était pas le mien. J'avais besoin de beaucoup plus que ce que le cadre scolaire pouvait m'apporter. Et donc, j'avais des heures devant moi à passer. Donc, je m'y suis lancée corps et âme. Et j'ai démarré comme ça, tout doucement, à solliciter des clients, à travailler pour d'autres créateurs également. Ce qui fait que le jour où j'ai été diplômée, le matin, ou en me réveillant, j'avais pas cette frayeur de me dire, mais maintenant, qu'est-ce que je fais? J'avais déjà un premier pied à l'étrier d'une certaine manière. Mais comment vous avez trouvé les premiers clients? Par l'école, par les profs? Non, j'ai décroché mon téléphone, j'ai appelé les maisons, j'ai essayé d'avoir des rendez-vous. Quand ça fonctionnait pas, j'ai rappelé. Des rendez-vous carrément? Oui. Et puis, ça s'est fait comme ça. Moi, je sais broder et je vais vous faire des broderies que vous avez jamais vues, en gros. En gros. C'est ça. Ouais. Et il y a des maisons qui vous suivent depuis ce temps-là? Depuis ce temps-là, non. Non. Ça a un petit peu évolué au fil du temps. C'était qui les premières maisons qui ont eu confiance en vous? C'était la maison Stéphane Roland, c'était David-Olivier Goujon chez Stéphane Roland, c'était la maison Dior également pour la haute couture, après ça a été la maison Jean-Paul Gaultier. Mais après, c'est des maisons avec lesquelles je peux travailler mais de manière épisodique, c'est pas forcément, on n'a pas une collaboration linéaire dans le temps. Donc vous travaillez quand même pour les maisons, sauf que vous travaillez en tant que brodeuse et vous avez toujours votre patte artistique, c'est ça? C'est ça, en fait je réponds et je leur propose des solutions créatives, pas forcément que broderie, c'est très large en termes de pratique, pour développer des ornementations qui sont ensuite à poser sur les vêtements, les silhouettes. Donc ça part d'un dessin du directeur artistique qui va vous montrer son dessin et vous allez dire voilà comment moi je l'interprète dans la matière. Pas forcément. Pas vraiment. Ça peut être un premier brief créatif avec des inspirations. On fait une sélection dans les archives. On a plus de 1300 recherches maintenant qui permettent justement de démarrer une réflexion. Ça peut être vraiment partir de nos dernières recherches. Par exemple, Stéphane Roland, ça m'est déjà arrivé de lui proposer des échantillons et qui dessine après une silhouette en fonction. Pour l'inspirer en fait. Ouais, voilà. Ça dépend vraiment de l'univers du studio, de la maison avec laquelle je collabore et de la méthodologie du studio. Je m'adapte à chaque fois au cas par cas. Il y a quand même un truc qui me reste dans la tête, c'est que ce petit esprit d'entrepreneuse, il vient pas de nulle part. Il y a quelque chose qui vous a été insufflé là quelque part, un courage, un j'ai pas peur. Ça vient d'où ça?
Je ne sais pas trop, mais je savais que je voulais pas être salariée. Enfin, c'était pas quelque chose pour moi. J'ai besoin de comprendre pourquoi je fais les choses, de savoir que si je me donne à fond, ben, c'est pas pour rien. Depuis que je suis toute petite, je me suis jamais dit je rentrerai dans une entreprise, je serai le salarié lambda. C'était surtout trop difficile pour moi. Jamais mis la moindre limite en fait. Non. Parce que je vous vois là, moi je suis dans votre atelier, vous avez combien de salariés là, on est en plein Covid. Oui, on est en plein Covid. J'ai 3 salariés, ouais. dont malheureusement une va bientôt partir en licenciement économique parce qu'on n'a pas réussi à faire ce qu'il fallait. Mais j'espère qu'on va tenir bon. Et puis j'ai aussi une personne qui a gagné le prix de perfectionnement de la Bourse de Paris. Ouais, qui est en stage avec vous. Vous voilà, êtes émue, ouais, c'est difficile. Pardon, je vous lance sur un sujet où je voulais dire que vous êtes petite étudiante qui s'est retrouvée avec un atelier de référence, avec un chiffre d'affaires, peut-être qu'on va réussir à en parler tout à l'heure, qui moi m'a impressionnée quand vous me l'avez dit. Et bravo, sans limite. Et c'est vrai qu'on va arriver tout de suite au sujet qui est difficile là, et je sens bien votre émotion, c'est que le Covid vous a un peu arrêté en plein élan là. Clairement, ouais. Clairement, on avait mis beaucoup de choses en place. On avait aussi fait beaucoup d'investissements pour développer l'équipe, pour développer les locaux, pour développer les investissements, le laboratoire, tout. Et c'est vrai que ça a été un vrai coup dur. Enfin, pour moi, c'est la pire des difficultés puisque ça ne dépend pas de moi. Ouais. On peut casser tous les murs, on peut tout abattre. Clairement, la décision n'est pas entre nos mains, donc c'est la chose la plus difficile à maîtriser, justement. Donc, on fait ce qu'il faut, on fait ce qu'on peut, en tout cas. On essaye surtout de tenir bon, de garder le moral, de rester dans un esprit aussi où la créativité peut encore se déployer, malgré la morosité ambiante, parce qu'on en a besoin. Bah ouais, mais c'est vrai que c'est pas facile. Et donc, vous, brodeuse, vous êtes devenue chef d'entreprise, manager, évidemment, formatrice toujours. Et voilà, évidemment, là, je parle pour vous parce que je vous vois émue et ça arrive jusqu'à moi. C'est que c'est forcément des aventures humaines sur des métiers aussi rares où vous allez transmettre toute vous, votre vision de la matière, de la pratique. C'est une partie de vous que vous donnez aux personnes que vous formez. Oui, et puis c'est surtout une des parts du métier qui est la plus compliquée parce que moi personnellement je viens du secteur des arts appliqués, j'ai jamais été formée à ça, formée à gérer une comptabilité, à ce genre de choses, pas vraiment, mais à la rigueur ça s'apprend. On reste seul avec soi-même devant un écran d'ordinateur et c'est pas forcément un gros sujet. Voilà. Après gérer une équipe, fédérer les gens, transmettre une vision, s'assurer qu'on a tous la même motivation, aller dans le même sens, ça c'est la plus grosse des difficultés, ça s'apprend. Enfin, je pense que c'est la vie de l'apprendre et on en apprend tous les jours et moi la première. Et vous aimez ça ? C'est pas forcément quelque chose sur lequel je suis le plus à l'aise parce que j'ai pas cette culture-là du tout et c'est délicat de ménager chacun. Moi je suis quelqu'un qui avance par les échecs et que l'on me pousse durement, c'est quelque chose qui me motive. Ouais, mais clairement, c'est pas le cas de tout le monde. C'est pas le cas de tout le monde et justement c'est différents ménagements, cette sensibilité vis-à-vis des autres, c'est quelque chose qui s'apprend et j'ai encore du travail à faire. Vous avez eu beaucoup d'échecs, vous ? Oui, après des plus ou moins gros, mais je suis une éternelle insatisfaite, donc j'ai l'impression d'en avoir accumulé beaucoup, mais ce qui me rassure, c'est qu'à chaque fois, ça m'a servi de leçon, ça m'a permis de rebondir, ça m'a permis d'avancer. Et puis j'espère que j'en connaîtrai encore d'autres parce que c'est comme ça que j'avance justement. Alors justement, pour monter son atelier de brodeuse, en fait, il faut pas beaucoup de sous. Non. Il faut juste ses mains, un matériel minimum. C'est quoi le matériel concrètement ? C'est quelques aiguilles, du fil, un peu de perles, peut-être des paillettes, un métier à broder, pour tendre le tissu en bois, voilà, qui permet de tendre, mais encore, quand bien même, si on fait pas de la broderie conventionnelle, on n'en a pas forcément besoin. Oui, il faut un petit peu de fourniture. Il faut un petit peu de place. Et encore, je pense que parmi les métiers d'art, ça doit être l'un des seuls qui nécessite vraiment très très peu de choses. Et même, je pense quand on est étudiant, un coin de lit ou un coin de canapé, ça suffit. Et vous, c'était chez vous au début ou tout de suite vous avez vu large ? Non, c'était chez moi au début, c'était dans mon studio d'étudiante. D'ailleurs, je trouvais toujours une petite excuse pour pas recevoir mes clients. C'est ça. Mais non, j'ai commencé crescendo et j'ai toujours une vision très sécurisée des choses. Ouais. C'est-à-dire qu'un investissement devait être corrélé à une entrée d'argent et c'est parce qu'on avait un projet qui avait bien fonctionné que ça permettait d'investir dans une machine, dans les locaux, dans du matériel. Je balise toujours bien les choses, je veux être sûre de ce que je fais. Comme une bonne artisane d'art. C'est ça. Et puis surtout, voilà, d'avoir cette vision des choses qui permet de connaître la valeur des choses, de penser les choses à la hauteur de cette valeur et de le faire pour les gens, avec les gens, parce que ça a fait sens aussi. Oui, c'est ce que j'appellerais une utilisation raisonnée des ressources.
Exactement. Et alors justement, toutes ces merveilles qu'on voit autour de nous, toutes ces perles, ces rubans, ces fils, où est-ce qu'on les trouve encore aujourd'hui ? On les trouve un peu difficilement chez certains fournisseurs. Je pense à la maison Fried Frères qui connaît des très grandes difficultés actuellement, qui est un établissement à Paris qui vend justement des fournitures dédiées à la bijouterie et à la broderie, mais qui a énormément de difficultés. Et on les retrouve des fois chez pour des vieux stocks parce que il y a beaucoup de matières qui sont plus forcément fabriquées. Les perles, par exemple, ça devient un peu délicat. J'ai des fournitures classiques, mais il y a aussi pas mal de fournitures et celles qui m'intéressent le plus qui le sont pas et qui peuvent être des matériaux pour l'industrie, des matériaux pour le bâtiment et qui n'ont absolument rien à voir avec la broderie et encore moins avec les métiers d'art. Et c'est tout le challenge pour moi d'arriver à m'en saisir. D'aller intégrer ça. Je fais une petite aparté sur les fournisseurs des métiers d'art. En fait, ils sont dans l'ombre de l'ombre. Ah, clairement. Ils sont très peu connus et ils sont pourtant indispensables à énormément de métiers à Paris. Fried Frères, bien sûr, pour fournir les perles, ils font des paillettes sur mesure. C'est extraordinaire. J'invite tout le monde à aller voir et à découvrir cette maison. Il y avait Weber Métaux qui était dans le Marais. Ils sont arrivés rue de Turenne. Ah, ils sont rue de Turenne. Et il y a encore comme ça des lieux, des sous-traitants, des fournisseurs. Il y a la Verdure. Enfin, je sais pas si vous avez quelques noms en tête qu'on peut citer comme ça pour parler d'eux parce que on parle jamais d'eux. Je pense aux fabricants de rubans Mokuba. Mokuba, bien sûr, pour les rubans. Shindo également pour les rubans. Le fil, alors après, ils sont pas à Paris, mais les établissements Sajou, établissements Tout le Monde, la marque Sajou, qui sont à Marc-en-Barœul dans le Nord, qui sont, voilà, parce que je viens du Nord-Pas-de-Calais. Eh ben alors voilà, on y va. Et puis surtout parce qu'ils fabriquent le fil à gants, qui est le fil dédié à la broderie au crochet, et qui, je crois, sont les seuls au monde à fabriquer. Oui, c'est ça. Non, mais voilà, c'est tout un univers, un monde de métiers dont il faut aussi parler. Oui, et surtout que sans eux, on serait bien embêtés. Mais exactement. Pour pouvoir faire des commandes en petite quantité, pour faire des échantillons, pour faire des recherches, parce que les fournisseurs plus installés demandent des minimums de commandes qui sont inabordables pour des artisans qui travaillent à échelle humaine avec 3, 4, 5 salariés. Donc justement, à propos d'équipe, c'est arrivé quand cette équipe ? Il y a eu des gros projets qui ont permis de déclencher ça ? Oui, l'équipe, ça s'est construit tout doucement et au fil justement des projets. Et le premier à m'avoir rejoint, c'est Hugo, qui lui a un double profil ingénieur école de commerce et qui, à un moment donné, entre deux postes, s'est dit tiens, ça a l'air chouette. Comment vous nous avez attiré Hugo dans un atelier de broderie d'art en venant d'une école de commerce? Mais ça me passionne, ça. Oui, et en fait, il trouvait que c'était quand même vachement sympa ce que je faisais. Et puis, je pense que plutôt l'envie du challenge, de se dire tiens, je connais pas, allons pousser la porte et voir ce que ça donne. Et puis moi, j'avais besoin d'un coup de main pour les fonctions support, parce que il fait ce que je n'aime pas faire. Gérer, développer commercialement aussi? Un petit peu, mais surtout, et toutes les fonctions support, l'envoi des devis, la compta, l'aspect fiscal, juridique, contractuel. Oh là là, je veux Hugo, moi aussi. C'est tombé en fait au pile poil au bon moment, et pour lui et pour moi. Et puis on a développé ça comme ça, tout doucement ensemble. Il prend en charge aussi une partie des développements numériques, donc l'entrée des nouvelles technologies au sein Donc il fait des veilles, des recherches. Oui, il fabrique aussi. Par exemple, pour un client, on a eu du jour au lendemain à fabriquer une grande thermoformeuse. Donc il bricole un peu. Ouais, on a conçu les plans et puis il a fabriqué la machine. Donc oui, c'est aussi l'esprit touche à tout et de ce challenge de savoir que si on ne le sait pas maintenant, on le saura demain. C'est génial. Et alors justement, ce duo artisan d'art, école de commerce, c'est quelque chose auquel on croit beaucoup au Craft Project. C'est pour ça qu'on est allé faire des conférences avec des artisans d'art. Il y avait Pierre Salagnac, Steven Leprisé et Charles Jouffre à HEC pour dire aux étudiants d'école de commerce qu'il y a des choses à construire ensemble. Et c'est des mondes qui se parlent assez peu. Je pense qu'il faut une espèce d'incongruité de la vie pour que Hugo et vous soyez percutés à un moment et que ça donne un business. Ben oui, complètement. Et puis des fois, juste laisser la porte ouverte à quelque chose qui est pas forcément justement dans le plan préconçu des étudiants d'école de commerce ou des étudiants en école d'art. Et en fait, c'est des fois de laisser la porte ouverte et de se dire essayez, ça peut fonctionner. Bien sûr. Et nous, notre façon de travailler là-dessus, ce serait de réunir en amont vraiment les étudiants au début de leur parcours entre les écoles de commerce et les écoles de métiers d'art et d'art appliqué, pour qu'ils se parlent en fait, et pour que du coup des idées naissent, pour qu'il y ait d'autres Florie et Hugo. Oui. Et très clairement, en fait avec Hugo on s'est rencontrés en Turquie.
Turquie du Sud-Est parce qu'on était partis tous les deux avec une association de développement des savoir-faire des femmes dans le monde. Hugo avec son profil école de commerce, surtout à l'époque école d'ingénieur, pour les mises aux normes qualité, et moi pour le travail plutôt sourcing savoir-faire et remise au goût du jour des savoir-faire textiles là-bas. Et finalement, voilà, quelques années plus tard, on a réussi à se retrouver pour travailler ensemble. Mais donc, parfois, ça vient aussi au moment de l'école et des études. Ouais, c'est ça. Bah, merveilleux exemple. Ça donne envie de podcaster Hugo, mais voilà. Pourquoi pas. Et donc là, aujourd'hui, c'est quoi vos projets ? Il sera où l'atelier dans 5 ans ? C'est dur de poser cette question en ce moment. C'est dur de poser cette question en ce moment. J'espère que dans 5 ans, on sera toujours au même endroit. Donc on est au Pré Saint-Gervais, dans un magnifique atelier que vous avez acheté et que vous avez pensé comme un modèle économique, avec des espaces que vous pouvez sous-louer, où tout est agile pour pouvoir voir les mauvais coups arriver. Ben, j'espère, parce que en 10 ans, maintenant... Pratiquement 10 ans, ça fera 10 ans en janvier prochain. On a déjà déménagé 3 fois. L'aménagement ici, c'était aussi de voir un peu grand en termes d'espace, mais surtout avec des espaces mobiles qui permettent de faire bouger les choses aussi bien dans la tête que dans les espaces. Et j'espère qu'on sera toujours là. On est aussi au sein du pôle des métiers d'art d'Est Ensemble. Donc il y a cette émulation qu'on a envie de développer aussi. Alors parlons-en un petit peu, parce qu'Est Ensemble, ils sont très actifs. Ils ont énormément d'initiatives. La plus connue, je pense que c'est la Biennale Émergence, qui est toujours très intéressante. Vous pouvez nous en parler pour le faire découvrir à nos auditeurs ? La communauté de communes Est Ensemble, à l'initiative au départ de la ville de Pantin, si je ne dis pas de bêtises, a cherché à développer les métiers d'art dans son territoire. Et donc il y a la Maison Revel qui est implantée à Pantin, qui est à la fois une sorte d'incubateur pour certains artisans d'art qui sont hébergés sur place, aussi un centre de ressources, une organisation liée au rayonnement et à l'organisation d'événements autour des métiers d'art qui favorise notamment les rencontres, l'accès à des locaux, l'accès à certaines formations, à certains équipements. Et donc, ils portent comme ça le rayonnement des métiers d'art sur le territoire d'Est Ensemble. Et notamment, justement, la Biennale Émergence qui, tous les 2 ans, est organisée au Centre National de la Danse, qui met en lumière des créateurs, mais de tous les horizons, du territoire, mais aussi de la France, voire de l'Europe entière. Avec une sélection très pointue de Frédéric Boucher, qui organise cette biennale avec beaucoup de talent. Oui, et ils organisent aussi sur le territoire les GEMA. Ah oui, D'ailleurs, je savais pas qu'ils participaient aussi à l'organisation des GEMA. Si. Et du coup, à la Maison Revel sont hébergés principalement des céramistes. D'ailleurs, ça vaut le coup. Alors, en ce moment, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais habituellement, au moment des fêtes de Noël, ils organisaient une vente des créateurs qui permet aussi de visiter les ateliers. C'est-à-dire qu'on peut rencontrer les céramistes et d'autres créateurs sur place, de voir leur manière de travailler. Donc, c'est assez intéressant. Alors justement, on est dans un territoire de métiers d'art. Il y a des grandes maisons qui sont implantées ici, Hermès, Chanel, qui va ouvrir un lieu pour les métiers d'art. Ça facilite les choses pour vous ? Pas spécialement, mais par contre, ça a légitimé le choix de l'implantation, puisque j'ai commencé, le premier atelier était à côté de la place de la République, puis on s'est décentré un petit peu vers les buts de Chaumont, et puis encore maintenant on a passé le périph', on est à 100 mètres du périph', mais bon, c'est plus Paris. Je me rappelle quand on est arrivé à Jourdain, j'ai eu un client qui m'a dit « oulala, on va aller dans le 19e, on va s'encanailler. » Et je me suis dit, oh purée, qu'est-ce qu'ils vont dire après ? C'est compliqué. Oui, donc si on quitte Paris, peut-être que c'est un peu délicat. Et le fait d'avoir ce positionnement pas loin, effectivement, de maisons établies, de galeristes aussi, Tadeusz Ropa qui est implanté pas très loin. Enfin, on est vraiment dans ce pôle de créativité très dynamique. Voilà, donc on a le petit aval, le petit coup de tampon en bas à droite qui nous légitimise. Ouais. Je sais pas comment amener ces questions de manière délicate, mais si vous êtes d'accord, je trouverais ça intéressant qu'on parle de votre chiffre d'affaires, parce que c'est quand même la classe. C'était quoi l'année dernière, avant le Covid ? Vous en étiez où du chiffre d'affaires ? On avait un très beau chiffre d'affaires, mais surtout ce sur quoi je voudrais mettre l'accent, c'est qu'on est sujet à des très très grosses variations de commandes, des très grosses variations du coup de chiffre d'affaires, et que en termes de projection, même de maintien d'équipe, etc., ça reste quand même quelque chose de très compliqué. Ouais. Je pense que globalement les acteurs du textile se reconnaîtront, enfin textile métier d'art se reconnaîtront, c'est-à-dire qu'on peut aller d'année à 200 000 euros de chiffre d'affaires comme à 1 million. Pardon, mais on va juste savourer 1 million d'euros de chiffre d'affaires, oui. Quand même.
Et de ce fait-là, c'est délicat en fait de se projeter. C'est délicat tout bêtement d'aller demander un prêt à la banque pour acheter les locaux parce qu'ils vont dire 3 ans de bilan. C'est très bien, mais alors vous faites les montagnes russes. Comment vous l'expliquez ? C'est pas parce que pendant une année on s'est assis sur nos lauriers ou parce que l'année d'après on a joué les petits lapins. Et c'est juste que en fait on est sujet comme ça au projet tout simplement. Et quand on a des très gros projets, on se relève les manches et on y va à fond. Et parfois il y a des années où les projets sont un peu moins nombreux, surtout cette année. Et du coup on a l'équipe de l'année d'avant où il y avait des gros projets sur lesquels il fallait être nombreux pour travailler, et l'année d'après les projets sont pas là. Et c'est vrai qu'il faudrait pouvoir adapter les contrats de travail à cette saisonnalité, avoir un système. Alors je sais pas, c'est pas moi qui vais rentrer dans ce sujet très technique, mais quand même les intermittents du spectacle, ce statut-là permet de juguler les aléas. Alors je sais qu'Anne Daven, qui est responsable de la branche sociale du syndicat de l'ameublement, expliquait que quand on est rattaché à la branche de l'ameublement français, on a des licences, je le dis très mal Anne Daven, je sens qu'elle va nous écouter, que ça va être une catastrophe, mais sur la façon dont on organise le temps de travail de ses salariés pour pouvoir s'adapter aux différentes commandes. Donc ce que je propose, pour pas dire n'importe quoi là au micro, c'est que je demande à Anne Daven de bien nous expliquer ça dans une note qu'on mettra à disposition. Alors du coup, c'est quoi votre branche, vous savez ? On n'a pas de branche. Parce qu'en fait, alors c'est là où Hugo expliquerait beaucoup mieux que moi, mais en fait, nous, on est juste code du travail basique, parce qu'en fait, la terminologie broderie est exclue d'à peu près toutes les branches, hormis celle des dentelles et broderies, mais comme on n'est pas clairement exactement dedans, puisqu'on est très transversaux en termes de pratique et de domaine d'activité, on rentre dans aucune case. Alors bon, j'ai ma petite fierté de pas rentrer dans une case, mais souvent, c'est compliqué quand même. La boucle est bouclée. Bah oui, mais faut assumer, Florian. Bah oui. C'est moins confortable. Non, c'est moins confortable, mais après, ne serait-ce qu'en termes d'équipe de salariés, pour moi, c'était aussi, j'en profite de parler de ça, mais c'était aussi important. C'est-à-dire qu'il y a énormément de maisons, d'ateliers qui ne travaillent qu'avec des freelances ou qu'avec des contrats très courts, et je trouve que pour le secteur, c'est d'une précarité absolue. J'ai des freelances de temps en temps, mais vraiment pour des projets, c'est-à-dire que pour 1 ou 2 semaines ou quelques semaines, et on sait à quoi s'en tenir. Je trouve que imposer aux autres ce qu'on n'accepterait pas que le monde nous impose, c'est extrêmement... c'est une posture qui est très délicate pour moi et j'ai jamais voulu la tenir. Et c'est pour ça que dès que j'ai pu embaucher, je l'ai fait. Et c'est aussi important pour nous qui avons des savoir-faire très particuliers avec des aspects assez pointus, notamment dans l'inclusion de nouvelles technologies ou de matériaux un peu de pointe. On a besoin en interne d'avoir une équipe... entre guillemets, un peu au top, qui soit au fait... formé à vos techniques à vous. Exactement, ce qui fait que quand le projet tombe, on n'a pas 3 mois de rodage et on est hyper réactif. Bah bien sûr, c'est vrai, à la fois il faut plus de souplesse et il n'est pas question de précariser encore plus des métiers qui le sont déjà énormément. C'est ça, et puis ça permet aussi d'impulser de la formation continue et de former des équipes complètes à des savoir-faire ou à des pratiques un petit peu transversales et de participer aussi au fait que ces visions se répandent et à faire perdurer les métiers d'art aussi, c'est-à-dire de ne pas rester dans le musée du geste à reproduire à l'infini toujours les mêmes choses, mais de les faire évoluer avec nous, de les faire évoluer avec l'évolution des matériaux, des pratiques, des techniques, des arts, tout simplement. Et alors justement, c'est quoi votre analyse de ce retour des métiers d'art ? Est-ce que vous le sentez ? Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça ? Je sais pas. Pour moi, c'est d'une certaine manière, c'est un retour au bon sens, mais au bon sens des gens pratiques. Je le disais, je viens du Pas-de-Calais et moi j'ai été baignée dans des bassins industriels où les gens n'avaient pas forcément énormément de moyens, n'avaient pas une culture extraordinaire, mais savaient faire et n'ont jamais été, bloqués en se disant mince, j'aurais besoin de quelque chose, mais je sais pas comment m'y prendre. Je me débrouille. Voilà, ils se débrouillent, on trouve une solution et c'est le bon sens des gens de la pratique, vraiment. Et je trouve qu'on revient un petit peu à ça en se disant, dans notre quotidien, en fait, il y a énormément de choses qui nous échappent. Comment reprendre prise ? Et reprendre prise, ça passe par le travail des mains, ça passe par le questionnement lié à la mise en œuvre de la matière. Et je pense que c'est d'une certaine manière revenir à ce genre de choses, d'arriver à avoir prise sur le monde qui nous entoure. Alors je reviens, je suis complètement décousue dans cette interview, mais moi je me promène avec vous parce que moi je vois ce que vous faites et je connais votre travail et on peut aller sur Instagram voir Invenio Flori pour regarder vos œuvres, mais est-ce que vous pourriez essayer de nous décrire une de vos œuvres qui reflète vraiment votre pratique ? Qu'avec des mots. Bonne chance.
Merci. Alors, refléter vraiment ma pratique, c'est complexe puisqu'elle est tellement vaste que moi-même, je suis un petit peu désarçonnée. Mais allez, je vais me lancer puisque je vois le regard que vous avez lancé. Je vais vous parler d'une sculpture qui s'appelle « Il est grand temps de rallumer les étoiles », qui a été conçue pour le Salon du Luxe, l'édition qui portait le même nom, et qui a été installée dans le hall de la Maison de la Chimie, rue de l'Université. Le but, c'était donc de faire écho à cette citation de Guillaume Apollinaire, par la broderie, mais pas que, au sens où il s'agit de donc 3 panneaux, où la broderie est réalisée en 3D avec des tubes de verre qui sont tendus en fait à l'intérieur de ces panneaux, pour lesquels une programmation permet de mettre en lumière avec un rythme qui renvoie à quelque chose de l'ordre du céleste ou de la Voie lactée ou de ce genre de choses, et donc qui éclaire et dynamise la broderie. Il y a également du papier froissé qui est lumineux, qui permet de redonner quelque chose de l'ordre du cristal, du minéral, et de diffuser la lumière à travers le papier. Et ben, si vous arrivez à projeter ça, vous êtes un bon créatif. Et sinon, il faut aller voir sur Instagram, faut aller voir les pièces. Non, mais c'est vrai. Et puis moi, je peux en parler parce qu'on est en train de travailler ensemble sur un projet pour un client où vous êtes allé m'inventer une histoire de bulle qui bouge. Alors moi, je m'attendais pas à ça dans un atelier de broderie. Et qu'est-ce que j'ai été contente de voir ça, avec des images, avec des 3D, avec des trop beaux croquis. Oui, bah c'est tout simplement toujours pour moi de repartir sur un ancrage historique. Je parle des bulles de soie, de ce fait-là. En fait, ces bulles, elles viennent d'une technique qui s'appelle le shibori, qui est une technique assez ancienne japonaise qui consiste à ligaturer des textiles à la base pour faire des réserves à la teinture, et puis après ça a permis de mettre en forme certains textiles. Et donc là, l'idée par ces petites bulles, c'était de piéger l'air à l'intérieur et de créer des petites pneumas qui puissent bouger en fonction de la vibration de l'air et de redire quelque chose du vivant. C'est pas malin ça. Et puis c'est tellement joli. Merci. Alors je connais une fée des métiers d'art. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour vous avec sa baguette magique? Bien cette fée, si elle pouvait répandre un peu plus de culture et de connaissances dans le monde, ça exclurait peut-être un peu la bêtise et ça laisserait le champ à l'imaginaire et à la création pour se déployer. C'est pas mal, mais ça sent la réponse préparée, ça. Pas du tout. Elle est parfaite. Même pas préparée. Même pas préparée, bah dis donc Florie. Une éloquence incroyable. Et une fée pour vous, pour l'atelier, qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Eh ben, écoutez, je ne sais pas ce qu'elle pourrait faire. Je lui souhaite bon courage, mais de maintenir toute mon équipe autour de moi, qu'on garde tous le moral, que tout aille bien, nous permettre de donner vie à tous les projets qu'on a en cours, pour lesquels on s'est énormément investi, pour lesquels on a mis beaucoup d'énergie. Voilà, ça sera déjà super. Ok, ça marche. Merci Florie Brisset. Merci Raphaël Lebeau. Cet épisode du Craft Project a été produit par Métiers Rares. Métiers Rares est un studio de craft thinking qui met l'intelligence des métiers d'art au service des maisons d'excellence. Il a été copiloté par Pierre Salagnac et réalisé par Philippe Calvérac. La musique a été composée par Velvet Stairs. Si vous avez aimé cet épisode, dites-le nous avec 5 étoiles et un gentil commentaire sur Apple Podcast. On aime aussi vous lire sur Instagram, sur le compte the.craft.project et sur mon compte Raphaël Métiers Rares.